Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir participer à cette conférence sur le sens de l'action publique, enjeux de société, enjeux de formation. Nous allons parler ensemble ce matin de ces deux questions. Première question autour des enjeux de société. Le sens de l'action publique, on peut le définir par ses valeurs, par sa déontologie, par ses finalités, c'est-à-dire par les objectifs des politiques publiques, et on peut aussi le définir par les responsabilités sociétales, c'est-à-dire la manière dont l'administration publique, dont les collectivités territoriales assument leurs responsabilités, par exemple, de mise en œuvre du développement durable. Pour aborder cette réflexion très large sur la place, le rôle de l'action publique dans notre société, nous inviterons Monsieur le ministre et président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, à nous faire part de ses réflexions sur ce sujet. Et nous aborderons ensuite une autre question qui est celle de l'enjeu de formation. Parce que dans un contexte d'évolution de la société, dans un contexte de mutation de l'action publique, notamment de l'action publique locale, on peut se demander comment on fait pour donner des repères aux agents, aux futurs agents, sur ce qu'est le sens de l'action publique. Et sur ce point, c'est Pierre-Henri Vray, le directeur de l'IRA de Lyon, qui nous donnera son avis sur comment transmettre ces repères et aussi comment échanger avec les agents et avec les élèves futurs agents publics. Il sera accompagné d'ailleurs d'élèves de l'IRA de Lyon qui travaillent avec nous actuellement pour créer une ressource pédagogique sur le sens de l'action publique. En effet, le CNFPT, en lien avec d'autres écoles de services publics, au sein de l'Association internationale des écoles et des instituts d'administration, a élaboré cette année une charte sur le sens de l'action publique. Cette charte, elle comprend des principes, des valeurs que l'on retrouve dans plusieurs textes européens et internationaux. L'idée, c'est de voir quelle est l'inspiration commune sur le sens de l'action publique. L'objectif de cette charte, c'est d'en faire un outil pour la formation initiale et continue des agents publics. Et donc, ça nous intéressait de demander à des futurs agents publics, ou pour certains, ils ont déjà eu une expérience professionnelle, mais en tout cas élèves de l'IRA, de nous donner leur point de vue sur ce qui permettrait le mieux de s'approprier le contenu de cette charte et de discuter de ce qu'est le sens de l'action publique. Alors, ils nous ont conseillé, pour créer cette ressource pédagogique, d'avoir un discours très concret, de démarrer, par exemple, par des témoignages d'agents ou d'élèves sur ce que représente pour eux l'action publique, le fait de travailler pour le service public. Et donc, je vous propose qu'on suive leurs conseils et qu'avant cette conférence, avant d'accueillir Monsieur le ministre, on regarde un témoignage qu'ils ont conçu avec nous, justement sur la motivation à travailler dans le secteur public. Je suis actuellement élève attaché à l'Institut régional d'administration de Lyon. Concernant mon parcours, j'ai arrêté mes études à l'âge de 17 ans en première, où j'ai ensuite travaillé comme agent des services techniques dans un hôpital public. Et j'ai vraiment vu un attachement des agents à servir les usagers et à servir notamment l'intérêt général. Et c'est pourquoi j'ai décidé donc de reprendre mes études. J'ai fait un Master 1 de droit public à l'Université Grenoble-Alpes, puis j'ai intégré Sciences Po Grenoble pour passer le concours d'attaché d'administration que j'ai réussi. J'ai décidé de devenir agent du service public à la suite d'une mésaventure puisque mon immeuble a entièrement brûlé. Et donc à cette occasion, j'ai été prise en charge par les agents de ma mairie et j'ai été profondément marquée par leur engagement, par la bienveillance et la courtoisie avec laquelle ils ont pris en charge tous les sinistrés. À partir de là, j'ai décidé, moi aussi, de me mettre au service de l'intérêt général. Et aujourd'hui, je suis attachée d'administration dans une mairie très engagée sur les questions de discrimination et les questions environnementales. Et donc tous les jours, je travaille avec mon équipe pour essayer de véhiculer ces engagements auprès du public. Donc comme vous avez pu le voir et l'entendre, sur ce très court témoignage,
plusieurs valeurs, plusieurs principes du sens de l'action publique émergent assez spontanément. L'intérêt général, servir l'autre, lutter contre les discriminations. Et donc c'est bien pour aborder l'ensemble de ces enjeux que je vais inviter maintenant Monsieur le ministre Jean-Louis Bianco à me rejoindre afin d'aborder la question du sens de l'action publique du point de vue de tous ces enjeux de société actuellement. Et nous tenons à vous remercier beaucoup, Monsieur le ministre, de nous faire ce plaisir et cet honneur de partager vos réflexions avec nous ce matin, ainsi qu'une période de questions qui pourront avoir lieu après la conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité à participer à ces ETS qui sont devenus une sorte d'institution dans le bon sens du terme, dans cette ville de Strasbourg, encore douloureusement frappée dans ce lieu magnifique, et aussi parce que vous êtes, mesdames et messieurs, au cœur de l'action publique, au cœur aussi de la vie démocratique et au cœur, vous le savez très bien, des difficultés, des conflits, des interrogations qui traversent notre pays. Et puis je n'oublie pas que j'ai été pendant quelques années maire de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, puis un peu plus longtemps président du département des Alpes de Haute-Provence. Donc par ces deux expériences, par les amis que j'ai gardés, je me sens proche de vos préoccupations et celles des élus avec qui vous travaillez. Je crois, comme Gwenaëlle l'a dit, que les deux témoignages étaient à la fois concis, précis, clairs et touchants. À travers deux histoires personnelles, c'était, comme vous l'avez dit, le sens de l'action publique, de l'intérêt général, des valeurs portées par le service public et par l'action publique qui étaient magnifiquement exprimées par ces deux jeunes. Je vais, moi, me situer dans un cadre un peu plus général, parce que je pense, pour vous connaître, pour avoir vu un certain nombre d'enquêtes, que vous êtes confrontés, vous et les élus, à des difficultés sans doute beaucoup plus grandes qu'elles n'étaient il y a quelques années. Pourquoi ces difficultés? Parce que, vous le savez bien, le monde a profondément changé en quelques années, en quelques dizaines d'années. La France a profondément changé, et avec le monde et avec la France, le discours public a aussi changé. En forçant un peu le trait pour vous faire partager ma conviction, je pense qu'on peut dire qu'au service public, comme idéal et comme vocation, ce qu'on a entendu tout à l'heure, a succédé souvent, très souvent, le secteur privé comme modèle absolu d'efficience. Le mot usager a souvent été remplacé par le mot client, et ça n'est évidemment pas innocent, ça n'est pas dépourvu de sens. Au lieu de parler de bien commun, on essaye de répondre à des attentes souvent individuelles et consuméristes. Et de la même manière, les mots intérêt général que vous employez, que nous employons ici, dans le discours public, sont trop souvent remplacés par la satisfaction des besoins individuels. C'est dans ce contexte que vous vivez, c'est dans ce contexte que nous vivons. Et il ne faut évidemment pas baisser les bras sur les valeurs, les principes, le sens de l'intérêt général, le sens de l'action publique, mais cela se fait, vous le savez bien, dans un contexte beaucoup plus difficile où il y a une espèce d'air du temps culturel, de fond de l'air du temps culturel qui frappe les consciences, qui exprime pour une part une réalité d'une société individualiste, même s'il ne faut pas exagérer. Vous le savez bien, dans votre action quotidienne ou dans vos engagements citoyens, il y a aussi en France une formidable énergie citoyenne. Il y a un nombre considérable d'associations. Les engagements n'ont plus tout à fait la même forme que ceux qu'ils avaient il y a quelques années. Ils sont parfois plus ponctuels, mais ils sont très nombreux. Et c'est cette énergie républicaine qu'il faut aussi valoriser, et pas seulement les troubles et les difficultés. Mais nous sommes quand même dans un contexte où le décalage apparaît aussi très fort, et ça, vous le vivez, entre les valeurs proclamées, les valeurs que nous proclamons, les valeurs que vous proclamez, et la réalité vécue, la réalité que vivent les élus, la réalité que vous vivez, qui est souvent aggravée, bien entendu, par les contraintes budgétaires et la question de la relative rareté de l'argent public. C'est ce qui ressortait d'ailleurs déjà depuis quelques années, il y a quelques années, d'une enquête sur la transmission des valeurs de service public
qui avait été réalisé par le réseau des écoles de service public en 2011. Donc le débat sur les valeurs, l'affirmation des valeurs, les chartes sont plus indispensables que jamais, mais ne suffisent pas. Et quand on proclame ces valeurs, quand on discute des chartes, quand on discute de situations concrètes, c'est précisément dans la vie quotidienne des citoyens, des usagers, qu'il faut se placer. C'est là où les valeurs que nous portons, que nous défendons, que d'une certaine manière, là où nous sommes, chacune et chacun d'entre nous, nous incarnons, c'est là où elles doivent se traduire dans la réalité. Mais il y a, même avec la démarche que vous faites ici, que vous faites dans vos collectivités, des difficultés considérables. Comment peut-on, dans la France de 2018, dans le monde tel qu'il est, redonner du sens à l'action publique? Je vois 4 leviers que je voulais partager avec vous. Le premier, bien sûr, c'est l'éducation, c'est l'école. Tout commence à l'école. Et parmi les tâches très nombreuses, peut-être trop nombreuses, que l'on attribue, que l'on confère, qu'on demande à l'école de remplir aujourd'hui, transmettre des savoirs, préparer avec des compétences à une vie professionnelle, parfois suppléer autant qu'il est possible des parents en difficulté ou absents, former aux valeurs de la République, au respect, à la lutte contre les discriminations, à l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, à la laïcité, le nombre de tâches est considérable. Il n'empêche que demeure et demeurera pour l'école de la République, la responsabilité, au milieu de toutes ces tâches, d'aider les élèves à se construire comme des futurs citoyens, à travers des valeurs collectives, à travers des valeurs partagées, à travers des valeurs vécues aussi dans la communauté éducative et dans leur expérience de formation. Donc d'abord l'éducation dès l'école, et je pense en particulier à l'enseignement moral, à l'éducation morale et civique, qui doit avoir pour but, c'est en tout cas ce que disent les textes officiels, non seulement de transmettre des savoirs, qu'est-ce que c'est qu'une mairie, qu'est-ce que c'est qu'un parlement, qu'est-ce que c'est que la Constitution, mais d'aider à construire des attitudes, aider à construire des élèves qui pensent par eux-mêmes, qui apprennent l'esprit critique, qui apprennent le libre débat et le respect de l'opinion d'autrui, qui apprennent le sens de l'engagement, c'est explicitement dit dans les circulaires ministérielles, et c'est pour ce contenu de construction d'une appartenance collective, de construction d'une citoyenneté, plus encore que pour les savoirs qui relèvent strictement de l'éducation civique, que l'école est plus importante et plus décisive que jamais. C'est donc le premier levier par lequel nous pourrons redonner un sens à l'action publique. Le deuxième, vous le dites souvent quand vous êtes interrogés dans des questionnaires, et nous en sommes tous convaincus, plus important que jamais, c'est l'exemplarité. Exemplarité des élus, exemplarité des cadres, exemplarité de tous les agents publics. Il y a un énorme travail à faire, non pas parce qu'il y aurait des défauts plus graves et plus fréquents qu'avant, des phénomènes de mélange entre l'intérêt particulier et l'intérêt général, voire des phénomènes de corruption. La fonction publique française, y compris bien sûr la fonction publique territoriale, est par rapport à beaucoup d'autres fonctions publiques exemplaire à cet égard. Mais la transparence, qui a une vertu démocratique, les scandales qui ont émaillé notre société comme d'autres, mais enfin, nous sommes français, nous vivons en France, ont fait beaucoup de mal à l'image des hommes politiques et à travers ça, à l'image de l'action publique. C'est pourquoi cette exemplarité est si importante, car il suffit d'un cas, de 2 cas, de 3 cas, pour ruiner l'image de moralité qui mérite d'être attribuée à l'immense majorité de nos responsables politiques. L'éducation, l'exemplarité, et puis le troisième levier, c'est l'explication. L'explication, j'en ai dit un mot à l'instant, explication par tous les moyens, la relation directe, les réseaux sociaux, l'étude de cas concrets, montrer sans arrêt à nos concitoyens qu'est-ce que veut dire le sens de l'action publique, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, quels bénéfices ils ont, quelles pertes ils auraient si nous n'étions pas là où nous sommes, chacune et chacun d'entre nous,
les porteurs de ces valeurs de service public. Nous sommes dans une société de médias qui réagissent ultra rapidement, de réseaux sociaux, j'énonce des banalités, d'un monde où l'émotion a constamment tendance à prendre le pas sur la raison. Il faut voir que le fonctionnement aujourd'hui des réseaux sociaux, de Twitter, de Snapchat, de Facebook, conduit la presse traditionnelle à changer de modèle. Avant, il s'agissait de chercher, de connaître les faits, de les vérifier, d'expliquer. Maintenant, il s'agit trop souvent d'aller vite, d'aller à l'émotion. Avant, on partait d'une dépêche AFP. Maintenant, on part de ce qui se dit sur Twitter. Et donc, je caricature bien sûr, mais la tendance que je décris, elle est réelle et elle est forte. Le journaliste a tendance à être le chasseur de tendances sur Twitter, plus qu'il n'est encore, et heureusement il l'est encore parfois, celui ou celle qui cherche l'exactitude des faits et la pédagogie pour les expliquer. Et dans ce monde-là où, on le sait, les Français sont extraordinairement pessimistes. Nous sommes, mesdames et messieurs, un des peuples les plus pessimistes de la Terre, du moins quand il s'agit des aspects collectifs. Dans des études, le degré d'optimisme, je devrais dire de pessimisme des Français, se situait quelque part entre l'Afghanistan et l'Indonésie. C'est hallucinant. Malgré tout, quand on interroge nos concitoyens sur leur bonheur personnel, malgré toutes les difficultés bien réelles qu'ils connaissent et que nous connaissons, ils sont plutôt nombreux à estimer qu'ils sont heureux. Dans l'entreprise, où l'on parle beaucoup depuis quelques années de burn-out, de stress au travail, là aussi, ils sont plus souvent heureux et optimistes en ce qui concerne une partie de leur destin. Mais en même temps, cette société profondément pessimiste est une société de méfiance. C'est d'ailleurs le titre, La société de défiance, d'un livre paru il y a quelques années, où une énorme majorité de personnes interrogées répondent qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là, le maillage territorial, le tissu du service public, le fait que là, on est dans le concret, on n'est pas dans la politique en général, on n'est pas dans les hommes ou les femmes politiques en général, on est avec le maire, avec le président du département. Ça change beaucoup de choses. Encore faut-il que nous arrivions, et vous avez votre part, les politiques ont leur part, les médias ont leur part, à parler aussi de ce qui marche. Non pas pour cacher les difficultés, encore une fois, elles sautent aux yeux, mais pour parler aussi des efforts qui sont faits souvent par des fonctionnaires, par des agents publics, à quelques fonctions publiques qu'ils appartiennent. Je pense par exemple aux questions de l'école. Il y a un beau livre qui vient de paraître et que je vous permets de vous recommander qui s'appelle « Les territoires vivants de la République ». Ça n'est pas, même si le titre est un peu accrocheur, une réponse aux territoires perdus de la République, car le diagnostic est en partie commun. Mais ce livre, « Les territoires vivants de la République », publié sous la direction de Benoît Falaise, qui était le référent laïcité de l'éducation nationale, montre comment, au milieu de 1000 difficultés, avec des pressions qui montent, des enseignants, des membres de la communauté éducative, des chefs d'établissement, arrivent malgré tout à faire vivre ces valeurs de service public et à remplir leurs tâches éducatives. Cela vaut d'une manière générale pour les jeunes que l'on qualifie de jeunes des cités, des banlieues. On a du mal d'ailleurs à nommer les choses. Les quartiers de la politique de la ville, les quartiers populaires, les quartiers REP+, les quartiers ZEP+. Et ces jeunes ne sont vus à travers les médias et ne s'illustrent parfois eux-mêmes qu'à travers des actions violentes ou à travers la délinquance. Il faut savoir, mais vous le savez bien, que dans tous les coins de France, que ce soit les zones rurales reculées, que ce soit les zones périurbaines, les zones urbaines difficiles, il y a des talents. Il y a des talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Moi, j'aime beaucoup l'expression de M. Nunez, le nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, qui a servi en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, dans des endroits, dans des villes difficiles, comme l'on dit, qu'il dit « il y a dans tous ces territoires une formidable énergie républicaine ». Et j'aime bien que ce soit quelqu'un dont les dernières fonctions étaient des fonctions de policiers qui disent cela aussi. Non pas pour dire qu'il n'y a que cette réalité-là, mais il y a aussi cette réalité-là. Donc l'éducation, l'exemplarité, l'explication. Et puis, même si c'est aujourd'hui, spécialement dans la période récente, un peu une tarte à la crème, malgré tout, la démocratie participative, et je vais vous dire ce que moi j'entends par là.
Il ne s'agit pas, en vous disant cela, de céder à la mode et à l'air du temps. Il ne s'agit pas de prétendre à une espèce de démocratie directe permanente. Les débats, d'ailleurs, qui se sont noués à partir du mouvement des Gilets jaunes sont intéressants. Ils rappellent des périodes historiques. Je pense à la Révolution française, où il y avait une envie, une tendance, parfois une exigence de démocratie directe. L'Assemblée du peuple décide, l'Assemblée du peuple fait la loi, l'Assemblée du peuple révoque les élus. On a ça, y compris dans une constitution qui n'est pas rentrée en vigueur, dans les débats entre les quartiers de Paris et la municipalité de Paris. Et ça ressurgit aujourd'hui, sur fond de désamour, de critiques très vives et très fortes sur l'ensemble des politiques. Ce serait évidemment une profonde erreur. Nul n'a le droit de s'auto-proclamer le peuple, quel que soit le nombre de gens qui se manifestent dans la rue. Mais si l'on a de bonnes méthodes, et c'est en partie une affaire de méthode, on peut d'abord, et vous le savez bien, et vous en êtes des acteurs sur vos territoires, donner l'information, donner l'état des lieux, permettre à chaque citoyenne et chaque citoyen de se faire une idée. On peut ensuite conduire un débat. Ça arrive en France, malgré notre tendance à être caricaturaux dans le débat. Le bien, le mal, tort, raison, le vrai, le faux. Construire un débat où on explique des problèmes, et on explique des solutions, et on explique que la plupart des solutions, c'est rarissime, qu'il y ait une excellente solution et des très mauvaises. Il faut choisir, et gouverner, c'est souvent choisir entre des inconvénients. Donc, il ne faut pas simplement parler du référendum. J'en dirai un mot tout à l'heure. Il y a des tas d'expériences, c'est plus que des expériences maintenant, des pratiques qui ont parfois été institutionnalisées dans la loi, que ce soit les jurys citoyens, que ce soit tout le travail qui se fait autour de la Commission nationale du débat public, que ce soit les budgets participatifs, qui ont produit des résultats, mais qui supposent, encore une fois, de la méthode et qu'il soit bien précisé qui fait quoi et qui décide quoi. Et je voudrais, non pas pour faire une leçon, mais pour vous dire ce que moi j'ai appris de mon expérience, vous faire part de quelques expériences touchantes à ces sujets, parce que je pense qu'ils éclairent le sens que nous voulons ensemble redonner à l'action publique. Le premier cas concret, la première expérience que je voulais vous citer, lorsque j'étais maire de Digne-les-Bains, nous avions dans un quartier de Digne une caserne de pompiers désaffectés, et nous avons eu l'idée d'en faire ce que nous avons appelé un pôle social, où il puisse y avoir l'accueil des femmes battues ou isolées, où il puisse y avoir les grandes organisations caritatives, secours catholique, secours populaire, restaurants du cœur, etc. Et nous sommes allés présenter ce projet en réunion de quartier aux habitants. Ça a été une levée de bouclier. Vous allez introduire de la délinquance, de la drogue, on n'en veut pas. Et donc j'ai proposé aux habitants du quartier d'élire directement, sans interférence de la municipalité, 3 représentants qui participeraient et qui ont effectivement participé à toutes les réunions de la municipalité, des associations. Ils sont venus avec nous rendre compte de ce temps de concertation qui a duré 1 an et demi. Et à l'issue de ce compte-rendu, la population a non seulement accepté le projet, mais s'est très souvent impliquée à titre bénévole dans les associations caritatives qui avaient là leur centre et leur lieu de ressources. Deuxième exemple complètement différent, Digne-les-Bains, comme vous le savez sans doute, est une ville thermale. Dans beaucoup de villes thermales, il y a des casinos. Digne-les-Bains, jusqu'à une date récente, n'avait pas de casino. Nous ne l'avions pas mis dans notre programme municipal parce qu'on sortait d'une expérience qui avait monté un projet de casino dans des conditions, on va dire, discutables. Et puis, en exerçant nos responsabilités, en parlant avec les gestionnaires de l'établissement thermal, nous nous sommes aperçus qu'un casino pouvait avoir beaucoup d'avantages. Nous en avons débattu dans l'équipe municipale. Nous étions à peu près partagés moitié-moitié. La moitié pensait que c'était nécessaire, en plus ça allait apporter quelques recettes à la commune. L'autre moitié pensait que ce n'était pas à une collectivité publique d'instituer le jeu, même s'il y a d'autres jeux, le tiercé, le loto, etc. Et donc nous avons décidé de les dire à la population, de dire ce que je viens de vous dire, et de dire que nous allions conduire un débat public, et nous allions aller à un référendum. Mais le référendum n'avait d'intérêt, à mon avis, n'a d'intérêt que si on est capable de conduire un débat public solide, ce qui est une des grandes difficultés. Et là, nous avons ensemble, partisans et adversaires du casino, fait venir des chercheurs, des personnalités, des élus, des témoignages. Il y a eu un référendum.
Il y a eu 50% de participation, ce qui est considérable, et 65% de oui pour le casino. Troisième exemple qui fait référence là à mon expérience de ministre, pour ce qu'on appelait le TGV Méditerranée autrefois, c'est-à-dire Valence vers Montpellier et Nîmes. Très gros débat sur le tracé. Très gros débat même sur l'utilité ou pas du TGV, qui à l'époque n'apparaissait pas complètement évidente. Un certain nombre de citoyens, de chercheurs, de politiques disant est-ce que ça vaut la peine d'investir autant pour gagner du temps? Est-ce que ça va irriguer le territoire ou vider le territoire? Et nous étions face à une contestation extraordinairement vive. Donc j'ai pu nouer le contact avec une bonne partie des opposants et j'ai décidé avec eux de financer des contre-expertises par rapport au projet de la SNCF et au projet de mon ministère, avec des experts indépendants sur des questions fondamentales. Avantages, inconvénients, sur des questions plus concrètes, le bruit, les périmètres d'expropriation, la capacité ou non à trouver des tracés qui soient plus acceptables ou moins négatifs que d'autres. Ce qui a été fait, ce qui a d'ailleurs dans l'ensemble, cette contre-expertise a validé ce qu'avaient fait les services du ministère et ce qu'avait fait la SNCF. Une grande partie des opposants a arrêté l'opposition et a été acteur citoyen dans la réalisation de ce TGV. Je voudrais terminer par encore un exemple, parce que je pense que c'est la manière dont je peux le mieux vous faire partager ce que j'ai appris dans ma vie militante, citoyenne et de responsable politique. Et ça vous ne surprendra pas, c'est un exemple que je vais prendre à la laïcité, puisque cela a été dit, je suis depuis maintenant 5 ans président de l'Observatoire de la laïcité. Pourquoi la laïcité? Parce que c'est évident, c'est un des terrains, un des domaines sur lesquels se joue le vivre ensemble, l'expression que l'on répète volontiers, mais à laquelle il faudrait donner peut-être, et je vais m'y efforcer, un peu plus de substance. Pour bien comprendre la laïcité, et nous avons monté, Observatoire de la laïcité, avec le CNFPT et le CGET, une formation, nous avons également une e-formation. Qu'est-ce qui nous paraît important? Et quand je dis cela, c'est au vu de l'expérience qui a permis de former une trentaine de milliers de personnes pour les quartiers de la politique de la ville. Ce qui nous paraît important sur la laïcité, mais c'est vrai à mon avis pour tous les principes sur lesquels nous vivons, pour les institutions, c'est de connaître notre histoire. La laïcité ne vient pas de nulle part, si j'ose dire, elle n'est pas tombée du ciel. C'est le produit de longues luttes, de longs combats qui ont traversé le temps, à commencer par les guerres de religion, qui ont été un traumatisme terrible que l'on oublie quand on ne connaît pas l'histoire. Il y a eu en 50 ou 60 ans 1 million de protestants qui ont dû quitter la France, soit qui sont morts dans les guerres de religion, soit qui ont dû quitter la France, notamment vers l'Allemagne. C'est pourquoi il y a à la fois une église des Huguenots à Berlin et tant de non-français, notamment dans la Prusse. Il faut connaître cette histoire. Il faut connaître les débats parlementaires autour de la loi de 1905, dont nous venons de fêter l'anniversaire, loi du 9 décembre 1905, pour comprendre que s'affrontait d'une part une forte résistance de forces politiques conservatrices, d'une bonne partie de l'Église catholique, en tout cas du pape, et d'autre part deux conceptions différentes de la laïcité, l'une qui était une laïcité anticléricale, ou même anti-religieuse. On n'employait pas l'expression de Marx la religion, c'est l'opium du peuple, mais les mots n'étaient pas loin et l'idée n'était pas loin. Et j'invite celles et ceux parmi vous qui s'intéressent à l'histoire, il y a d'excellents livres qui ont été faits, à relire ces débats avec des orateurs extraordinaires, quelle que soit leur conception de la laïcité, celle d'une laïcité de rassemblement apaisé, ou celle d'une laïcité, encore une fois, anticléricale ou anti-religieuse, qui était incarnée notamment par Émile Combes, par Maurice Allard, député du Var, par Chabert, député du Rhône. Et puis, la conception qu'il a emportée avec des majorités parfois courtes, parfois larges, était portée par Aristide Briand, le rapporteur du texte, qui a été soutenu à différents moments par Jaurès et par Clémenceau. Et c'est la conception, je dirais, libérale qui a prévalu, au sens où la laïcité, on dit souvent c'est une valeur, ça n'est pas tout à fait exact. Les valeurs, c'est égalité, liberté, égalité, fraternité. La laïcité, c'est un principe politique. Principe politique, ça veut dire qu'il régit l'ensemble de la vie de la cité et qui se traduit bien sûr par des règles juridiques. Et cette laïcité dont on dit souvent on n'y comprend rien, c'est compliqué, je crois que si l'on regarde les choses d'un peu près, c'est assez simple de donner une définition claire, compréhensible et acceptée par tous.
Le premier pilier de la laïcité, c'est la liberté. Il ne faut jamais l'oublier. Et cette liberté, elle remonte en fait à une époque où il n'y avait pas le mot laïcité, ni même le concept, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit dans son article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » La règle, c'est la liberté, la limite, c'est l'ordre public, et, article 4, la liberté de chacun s'arrête là où elle met en péril la liberté d'autrui. C'est un régime de liberté pour l'expression des opinions, les convictions philosophiques, politiques, religieuses ou syndicales, qui n'est pas spécifique aux convictions religieuses. Ça veut dire qu'en France, nous sommes libres de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer, pour ceux qui sont croyants, le culte. C'est prévu expressément. La loi de 1905 n'est pas d'une loi anti-religieuse, au contraire. Et d'exprimer nos convictions, même dans l'espace public, ce n'est pas une affaire strictement privée, pourvu qu'on ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la liberté d'autrui. Ce n'est pas si répandu à l'échelle de la planète, ces libertés. Le deuxième pilier, c'est la neutralité, et ça vous concerne plus directement encore, en tant qu'agent public. Neutralité de l'État, donc des collectivités publiques, donc des services publics, même quand ils sont assurés par une personne de droit privé. Neutralité qui est pour nous, Français, républicains, la garantie de l'égalité. On n'a pas besoin d'être du bon syndicat, du bon parti, de la bonne religion pour pouvoir faire valoir ses droits. Et puis le troisième point qu'on oublie souvent, c'est la citoyenneté. La citoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes tous différents. Et que dans la République laïque, ces différences sont une source de richesse parce qu'on apprend des autres, parce qu'on fait avec les autres. Mais à une condition, c'est que nous n'oublions jamais que nous sommes d'abord femmes et hommes, toutes et tous des citoyens et des citoyennes à égalité de droits et de devoirs. Il y a des textes, des lois, de la jurisprudence sur la liberté et l'égalité. Il y en a peu, jusqu'à une date récente, sur la fraternité, qui est la manière de faire vivre la citoyenneté. Et cette citoyenneté, elle se construit à la fois par l'école, par la pratique. Elle n'est pas donnée. On ne naît pas citoyen, on devient citoyen. J'ai fait un détour, mais je pense que c'est ma manière à moi de vous expliquer comment je conçois, comment je ressens, comment je crois à l'action publique. Et ce que je voudrais vous dire en terminant, c'est que les valeurs qui ont été exprimées, en particulier dans la charte, dont on reparlera dans un instant de manière très, très concrète, ces valeurs sont plus indispensables que jamais dans une société qui a perdu des repères, qui est en quête de sens, qui est en quête d'espérance. Les valeurs du service public, les valeurs d'écoute et de respect. Et je pense que c'est le cas pour vous, mais je voudrais que ce le soit de manière plus générale, que là où nous sommes, dans chacune de nos responsabilités, nous soyons fiers. Nous soyons fiers, malgré les difficultés, malgré les doutes, d'être des porteurs de l'intérêt général et du service public. Merci de ce que vous êtes et merci de ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Restez, je vous en prie. On va passer maintenant aux questions. Donc, il y a deux hôtesses qui sont dans la salle pour vous transmettre les micros. Est-ce qu'on a une question? Pour l'instant, je vais démarrer moi et puis on va dire que ça va enchaîner derrière. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout au début de votre propos sur l'évolution actuelle que vous aviez vue sur l'évolution des valeurs et notamment sur le fait que on n'est peut-être plus sur des notions d'intérêt général et de bien commun, mais plutôt sur une approche plus consumériste des services publics. Donnez-nous un peu d'espoir. D'après vous, quelle serait l'attitude, quelles seraient les actions qui pourraient être menées pour remettre, on va dire, au centre du débat cette notion d'intérêt général, de bien commun? D'abord, bien sûr, c'est les pratiques, vos pratiques, les pratiques des élus qui doivent toujours, vous le savez bien, et c'est tout l'objet de la charte et du travail pédagogique qui se fait, et qui doivent toujours affirmer l'intérêt général et qui doivent toujours rechercher le bien commun. Donc je crois que c'est dans vos pratiques que vous êtes les témoins de ces valeurs,
mais aussi, je l'ai dit un peu tout à l'heure, en expliquant pourquoi, dans notre vision du monde, dans notre tradition républicaine, dans notre conception française, nous ne traitons pas, je dis nous en embrassant large, les citoyens comme de simples consommateurs qui veulent le meilleur service au moindre coût. Ça ne nous dispense pas, et vous le faites bien, de ne pas rechercher l'efficience, le meilleur usage des deniers publics. Mais je pense qu'à la fois, une action qui calmement, résolument, fermement montre qu'on prend en compte l'intérêt général et pas principalement, ça dépend aussi des élus, la force des lobbies ou des groupes de pression, est une manière de faire vivre ces valeurs et puis de l'expliquer aux gens. De dire voilà pourquoi ma commune, ma communauté d'agglomération, mon département, ma région fonctionne comme ça. Voilà pourquoi nous faisons ces choix-là. Voilà en fonction de quel débat, de quelle vision, de quels avantages pour la collectivité. Voilà comment ce qui sert la collectivité vous sert aussi. C'est évident, par exemple, dans les domaines de transport, dont on parle beaucoup en ce moment. Ce qui est l'intérêt général rejoint, pour une part, les besoins des usagers, évidemment, et les besoins individuels. Donc c'est à la fois une action et une pédagogie, en prenant des exemples, chacune dans notre domaine, en expliquant aux citoyens consommateurs, à l'usager consommateur, pourquoi la collectivité procède de telle et telle manière, et encore une fois, qu'est-ce que ça apporte par rapport à une vision qui serait strictement individualiste et consumériste. Merci. Des questions dans la salle? Oui, micro là. Bonjour, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur la nécessité de parler de ce qui marche. En l'occurrence, toutes les collectivités locales doivent rédiger tous les ans un rapport d'activité. Et également, il y a un article de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que les pouvoirs publics doivent rendre compte. Donc, dans la collectivité où je travaille, le conseil départemental du Bas-Rhin, nous essayons d'utiliser justement cette occasion pour rendre compte à la population, mais c'est extrêmement difficile d'arriver à traduire, en essayant d'utiliser, sans devenir de la propagande, les actions des services publics et la volonté politique. Donc, est-ce que vous avez des expériences dans ce domaine-là sur cette notion de rendre compte? Alors, vous avez raison, c'est une obligation qui remonte à loin. Les rapports d'activité qui sont depuis longtemps constants pour les collectivités publiques, aussi d'ailleurs pour les délégataires de services publics, par exemple dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, sont ou peuvent être, comme vous l'avez très bien dit, une occasion de rendre concret ces principes de service public, de dire comment cela fonctionne. Mais vous avez aussi raison en disant ça peut être vite taxé d'exercice de propagande. Donc les expériences dont moi j'ai eu connaissance dans des villes, dans des départements, dans des conseils départementaux, inscrivent ce compte-rendu de l'action publique dans un continuum. C'est-à-dire qu'on a des réunions d'information, des réunions de quartier, éventuellement des budgets participatifs. On a des débats en amont des projets et en aval des projets. J'ai oublié de dire tout à l'heure que quand on s'engage dans une démarche participative, y compris dans la Commission nationale du débat public, il est extrêmement important que l'autorité publique, celui ou celle qui pose une question dans le débat public, dise très précisément pourquoi la question est posée et quelles conséquences on a tirées après du débat. Ce qui souvent manque. Pourquoi on n'a pas retenu telle proposition? Pourquoi on a fait tel choix? Donc, que l'autorité publique qui rend compte ou qui questionne dise ce qu'elle attend de la consultation, quand il y a une consultation, et dise très clairement ce qu'elle a compris, cette autorité publique, de ce qui a été dit dans les démarches participatives citoyennes et la Commission nationale du débat public. C'est d'autant plus important, et là on touche à intérêt particulier, non pas individuel, mais disons lobbying et intérêt collectif, que l'expérience qui a été faite avec la Commission nationale du débat public, que j'ai moi préfigurée par une circulaire quand j'étais ministre avant qu'il ne soit mis en place, c'est qu'une des très grandes difficultés provient du fait que vous avez plutôt tendance à la mobilisation des opposants au projet, qui parfois pollue le débat public. Il y a le train des opposants qui se déplace de lieu en lieu, d'occasion en occasion, et qui étouffe toute autre expression. Et c'est une des grandes difficultés du débat public. Donc, avoir une démarche continue, associer les citoyens, ça peut se faire
de manière différente suivant les choix que font les élus départementaux, d'agglos ou communaux, en mettant en place d'ailleurs éventuellement une instance d'évaluation. Ça peut être des sortes de conseils économiques et sociaux communaux, d'agglomérations départementaux, des sortes de conseils des sages, pour qu'il y ait une forme qui à la fois associe les citoyens et qui puisse leur donner une sorte de garantie que ça n'est pas simplement l'autopromotion des élus, mais une évaluation faite par des gens qui sont compétents, qui sont sages, qui sont éventuellement l'émanation des citoyens eux-mêmes. Merci. Nous pouvons prendre une autre question. Oui. 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 Bonjour, je me présente. Alors, je me sens un peu l'obligation de prendre la parole parce que je travaille dans le département des Alpes de Haute-Provence et je suis sous-préfet de l'arrondissement de Castellane. Voilà. Je suis intervenu hier auprès d'un autre, lors d'une autre intervention qui était celle de Joe Spiegel, qui nous a très clairement présenté ce qu'il faisait dans sa commune, dans le Bas-Rhin. Et je pense que nous sommes beaucoup, comme vous l'avez dit ici, à partager ces idées, ces valeurs, ce sens du service public, de l'intérêt général. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors j'ai parlé hier de ruissellement. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, ce qui fonctionne, ce que vous avez dit, c'est la proximité. Il y a un manque de proximité. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est la transversalité, c'est le partenariat. Alors que nous sommes dans des organisations, que ce soit à l'État, où j'ai travaillé 18 ans dans les collectivités territoriales, où on a une organisation très verticale, hiérarchique. Et ça ne fonctionne pas. Voilà, clairement, ça ne fonctionne pas. Mais comment essayer de généraliser, d'inciter justement à ce changement de paradigme dont nous sommes beaucoup à souhaiter un peu de nos voeux, parce que ces initiatives locales, que l'on travaille à l'État, que l'on travaille dans la fonction publique territoriale, dans l'hospitalière ou même dans d'autres domaines, on se rend compte que ça fonctionne. Voilà. Mais ce n'est pas le modèle actuel. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour qu'on change de paradigme et qu'on passe un peu d'une organisation qui divise, qui stigmatise, chacun travaille de son côté, à une organisation qui permette de libérer les énergies et de travailler dans un projet de territoire tous ensemble, que l'on soit élu, que l'on soit cadre, que l'on soit à l'État, que l'on soit dans la territoriale, que l'on soit des acteurs socio-économiques ou le monde associatif. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez très très bien posé le problème. Il y a à la fois, comme vous l'avez laissé entendre, des racines culturelle, historique, ancienne et profonde. Quand on parle de verticalité du pouvoir, ça ne date pas de la dernière élection présidentielle. Quand on parle de jacobinisme, c'est une très vieille tradition. Et je pense quand même, mais vous ne me démentirez pas, qu'on a fait des progrès. L'État a fait des progrès, les collectivités locales ont fait de grands progrès, mais ça n'est pas, l'organisation ne s'y prête pas forcément, ça n'est pas une règle facilitée, voire obligatoire. Par rapport à cela, j'ai des visions qui pourront vous paraître iconoclastes, mais que je voulais partager avec vous. Premièrement, je crois que si on peut éviter de recourir au changement de loi et de constitution, c'est mieux. Il y a des choses qu'on peut faire avec du bon sens, avec de la pratique, avec des circulaires, avec des textes réglementaires. Surtout que se lancer dans un débat qui va être long, compliqué. Et puis, un des inconvénients du référendum, en tout cas à l'échelle nationale, mais ça peut être le cas à l'échelle locale. Référendum sur un projet d'aménagement d'une commune ou d'une agglo, on répond souvent d'abord à celui ou à celle qui pose la question, plutôt qu'à la question posée. Ce qui fausse évidemment complètement la perspective ensuite du référendum. Donc, se garder de ne faire, comme il était dit, que les lois vraiment nécessaires, ça vaut pour ce domaine-là comme pour tous les autres. Et depuis très longtemps, nous faisons en France exactement le contraire. Sans parler des lois d'émotion qui se multiplient depuis une dizaine d'années, une émotion, une loi, ce qui est la plus mauvaise manière, j'ai été aussi député, de légiférer. Deuxièmement, opter, et c'est un choix dont je reconnais qu'il est parfaitement discutable, mais je vous dis le mien et je l'ai approfondi au cours de mes années d'expérience, pour une république de moins en moins jacobine et de plus en plus girondine. Il y a des arguments contre ma position, bien entendu, qui est l'égalité, la solidarité, et il faut prendre un certain nombre de précautions. Mais donner plus de pouvoir aux collectivités locales décentralisées, quel que soit leur niveau,
me paraît une évidence. On a fait quelques progrès depuis quelque temps, mais ça a pris très longtemps. Et je me rappelle, quand j'étais comme député, avec quelques autres, toutes tendances politiques confondues, nous nous faisions régulièrement battre, quels que soient les partis auxquels nous appartenions, par des tenants d'une république jacobine. C'est reconnaître la diversité des situations, c'est reconnaître la diversité des territoires, c'est reconnaître l'intelligence des territoires dans leur collectivité. Par exemple, je ne suis pas un enthousiaste des fusions de régions. Je ne suis pas sûr que ce grand mot de mutualisation, mais vous avez des expériences personnelles pour celles et ceux qui travaillent dans d'autres collectivités ou en région, se produise réellement. Je ne suis pas sûr qu'à la fin des fins, on ait des gains budgétaires. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la bonne réponse consiste d'abord à donner plus de pouvoir aux régions. En Allemagne, vous avez des Länder comme le Land de Brême qui a 1 million d'habitants, mais qui a des pouvoirs considérables, parce que, je ne dis pas qu'il faut aller vers une structure fédérale, mais c'est la structure de l'Allemagne. Ça vaut aussi pour l'État. Et là aussi, on a fait quelques progrès, mais encore très insuffisants. La déconcentration. Je vais encore exprimer une vue iconoclaste. Je suis partisan, tant qu'il y aura des départements, et je pense que les départements sont encore nécessaires, notamment dans les zones faibles, dans les zones rurales. Mais je suis partisan qu'on donne plus de pouvoir aux préfets et à l'État dans les départements. La région, l'État-région, pour moi, doit être une région stratège. L'interlocuteur sur les grandes politiques d'aménagement, d'abord, garant de la solidarité et de l'égalité, mais l'interlocuteur du conseil régional, des autorités politiques, sur les grands choix. À la limite, une sorte de SGAR élargie. Or, on a pris depuis quelques années le chemin inverse. J'ai une expérience, moi, très, très concrète. Il s'agissait de refaire un pont sur la Durance, à Malmoisson, et en face au Chafaud. Les services du département et les services de l'État étaient d'accord depuis 3 ans. Il y a eu 3 ans de palabres avec les services régionaux, la direction régionale, qui voulaient mettre les épis autrement. Donc, à quoi ça sert d'avoir un conseil départemental et des services de l'État compétents s'il faut attendre 3 ans que l'échelon régional donne sa bénédiction? Donc, déconcentration, décentralisation, diversité des choix, possibilité, il faut que ce soit fait sous le contrôle du Parlement, et les lois récentes le permettent, de tester des solutions différentes. Je prends, par exemple, les questions de l'eau et des crues. Les questions de l'eau et des crues ne sont pas les mêmes, c'est évident, suivant que vous êtes dans la Durance, dans la Bléone, sur le Rhône, le Rhin, la Loire ou la Seine. Pourquoi avoir des solutions absolument uniformes en termes de gestion des risques d'inondation? On commence à aller vers ça, mais ça a pris énormément de temps. Et puis, admettre, et ça c'est dur, très dur vis-à-vis des citoyens, c'est pas facile pour les politiques, qu'une bonne solution, ça peut prendre du temps, si on veut co-construire quelque chose. Et qu'il vaut mieux passer du temps à débattre et à essayer de convaincre, et tous les gens ne sont pas de mauvaise foi, et les opposants peuvent avoir des idées que les élus doivent tenir compte, prendre le temps. Alors c'est terrible, parce que déjà le temps administratif, entre une délibération de la région, du département, de l'agglo, du conseil municipal, et la réalisation, dans les meilleurs cas, c'est 2 ans, 3 ans. Or, nos concitoyens, avec l'urgence médiatique que je décrivais tout à l'heure, sont convaincus qu'une fois qu'un ministre a dit quelque chose, s'il est de bonne foi, ça doit se faire demain. Donc on doit résister. C'est pas facile, parce que les élus, ils ont aussi l'horizon de la prochaine élection, à cette pression de l'urgence. Voilà. Plus de décentralisation, une république jacobine, plus de déconcentration et faciliter la capacité à prendre du temps, en sachant qu'il faut mettre un terme, qu'à la fin des fins, il faut bien prendre une décision, il ne faut pas s'enliser complètement. Mais prendre du temps pour la concertation, la co-construction, je crois qu'au total, la collectivité publique et l'intérêt général sont très souvent bénéficiaires. Merci. Je vous propose qu'on passe maintenant à la dimension enjeu de formation, sachant qu'à la fin de la conférence, il y aura encore un temps où vous pourrez échanger et poser vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je demande à Pierre-Henri Vray, directeur de l'IRA, de bien vouloir venir me rejoindre. Donc après la dimension, on va dire, enjeu de société qui a été abordée par Monsieur le ministre Jean-Louis Bianco, penchons-nous maintenant sur la question de la formation. Jean-Louis Bianco rappelait tout à l'heure que la charte, les repères sont importants, mais qu'il faut trouver plus que cela, il faut trouver des moyens, des supports pour parler du sens de l'action publique. Et donc c'est bien cette question, ça démarrera spontanément tout seul, c'est bien cette question que nous voudrions
l'occasion d'échanger avec vous, Pierre-Henri Vray, en tant que directeur de l'IRA. Vous-même, à l'IRA de Lyon, comment est-ce que vous transmettez ce sens? Comment vous en parlez? Et comment la charte, par exemple, peut être un outil de ce type de transmission? Merci. Merci. Tout d'abord, je ne la transmets pas tout seul, évidemment, et je la transmets avec l'assistance d'un certain nombre d'élèves qui sont ici présents. Ça a été cité tout à l'heure. Je souhaiterais remercier de leur présence donc, Aurélie Amichia, Anne-Corinne Bazerol, Maxime Baudot, Samy Djelit, Marie Rouget, Raouf Selami et Cynthia Suquet, qui interviendront en tout cas pour 2 d'entre eux dans quelques minutes. Je voudrais tout d'abord remercier le CNFPT à l'occasion de ces ETS, de donner l'occasion à l'IRA de Lyon d'apporter sa contribution, j'espère aussi utile et concrète que possible, hein, au passionnant débat sur le sens de l'action publique que M. Jean-Louis Bianco vient abondamment d'illustrer. Je voudrais aussi remercier les organisateurs d'avoir associé une école de service public d'État à cette séquence, car le partage amical et le partage des valeurs du service public au sein du réseau des écoles de fonctionnaires sont les mots-clés, quelle que soit la fonction publique à laquelle elles appartiennent, qu'elle soit d'État, qu'elle soit hospitalière ou encore territoriale. Le réseau des écoles de service public, la directrice de l'INET, Véronique Robitaillé, préside pour encore quelques jours. Et je parle sous le contrôle d'un de ses promoteurs historiques, le directeur général du CNFPT, Vincent Potier, qui va partir à la retraite dans quelques semaines. Je veux pour preuve de ce partenariat actif le travail que depuis plusieurs semaines un groupe d'élèves de l'IRA de Lyon élabore sous la forme de l'élaboration d'une e-ressource illustrative de la charte sur le sens de l'action publique portée par l'Association internationale des écoles et instituts d'administration, dont notre établissement, dont l'IRA de Lyon, est d'ailleurs membre depuis quelques mois et dont Vincent Potier est le vice-président. L'IRA de Lyon, c'est une des 6 écoles de service public qui a son siège sur le territoire de la métropole de Lyon, à l'instar par exemple de l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ou encore de l'Institut national du travail de Marcy-l'Étoile. Juridiquement, c'est un établissement public administratif de l'État, sous tutelle du ministère chargé de la fonction publique. Avec ses 4 homologues de Bastia, Lille, Metz et Nantes, vous savez qu'il recrute et forme la quasi-totalité des cadres administratifs de l'État, ce qu'on appelle les attachés d'administration, ensuite affectés en administration centrale ou déconcentrés, ou encore dans les universités, les lycées ou les collèges. Donc l'IRA de Lyon apprend aux lauréats de ces concours successifs à devenir cadre d'administration générale de l'État. Et c'est là qu'on doit se poser la question du sens de l'action quand on anime un établissement de cette nature, qu'on en soit responsable administratif ou pédagogique ou élève fonctionnaire. Pourquoi est-on là? Qu'attend-on de nous? Quel est le sens de notre présence? Voire quel est le sens de notre existence? Au-delà des simples outils qui servent trop souvent de réponse assez mécanique, eh bien, le but n'est-il pas simplement de former des cadres administratifs débutants, jeunes et moins jeunes, à la production d'un service public de qualité au coût le plus juste, en ménageant à l'usager les conditions d'accès les plus équitables possibles, en contribuant à la cohésion sociale du pays, le tout avec le concours de femmes et d'hommes fiers et heureux d'exercer leur mission au service de la collectivité, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit territoriale. Et pour une formation de cadre administratif, pour une école de formation de cadre administratif, quel est le sens de tout ceci? Ces notions et ces références qui nous rassemblent tous ce matin ne sont pas seulement portées par l'IRA de Lyon, heureusement, et la charte des valeurs du réseau des écoles de service public en est le témoignage le plus saisissant. Toutefois, depuis 2015-2016 et la vague d'attentats terroristes que notre pays a connue et malheureusement que Strasbourg vient de connaître il y a encore quelques jours, eh bien, n'est pas étrangère à ce mouvement, puisque les ministres successivement chargés de la fonction publique ont pris en compte cette dimension dans les parcours de formation des nouveaux attachés d'administration de l'État. Par exemple, il est prévu de préparer les élèves à leur fonction dans un positionnement de manager et d'expert, évidemment, et à agir de manière responsable et efficiente en étant porteurs
des valeurs de service public et de sa modernisation dans un cadre déontologique rénové. Je cite effectivement le futur texte. Ces enseignements comprennent un temps d'appropriation et de partage des valeurs de service public qui se traduit notamment par une forme d'engagement citoyen qui a pour objet de développer le sens des responsabilités, une plus grande ouverture d'esprit et une meilleure connaissance des réalités sociales des territoires. À partir de ces objectifs généraux ainsi définis, il s'agit de bien définir les moyens donc de les atteindre, de bien préciser les moyens de les atteindre. Car une école de service public comme la nôtre, elle est parfois paradoxale. Ce n'est pas une école forcément très technique au quotidien. Certains disent que c'est un enseignement où on n'apprend rien, mais finalement où on apprend l'essentiel, c'est-à-dire l'altérité, c'est-à-dire l'ouverture, c'est-à-dire le décloisonnement, tout ce qui permet de grandir, de se grandir et de faire grandir les autres. Et dans ce contexte compliqué que connaît l'action publique depuis quelque temps, les écoles de fonctionnaires, et en particulier les écoles d'administration générale, ont sans doute un rôle spécifique à jouer. Et je dois dire qu'en animer l'une d'entre elles est une expérience qu'on peut souhaiter à tout haut fonctionnaire quand il est passionné par la transmission des valeurs aux générations qui viennent. Et pourtant, la tâche semble ingrate. Le titre d'un hebdomadaire, il y a quelques mois, ne titrait-il pas, sollicitant d'ailleurs quelque peu le rapport de la présidente des jurys de concours d'entrée à l'École nationale d'administration, qu'elle y décrivait des candidats moutonniers, incapables de penser par eux-mêmes. Et si ce dernier constat est parfois exagéré, car trop souvent systématique, on ne peut nier à l'usage que la reproduction de modèles anciens, perpétués par certains recruteurs, constitue parfois un danger pour l'avenir de nos administrations et donc de la pérennité du service public républicain. Mais comme je le disais il y a un instant, une école comme la nôtre tâche de transformer les lauréats des concours d'entrée, dont vous avez quelques exemples parmi vous, récents étudiants, fonctionnaires ou issus du secteur privé, en des fonctionnaires à responsabilité, compétents, loyaux, bons encadrants, et qui adhéreront sans réserve au statut de la fonction publique, à ses obligations et à ses valeurs. Mais au-delà des généralités, de ces généralités, qu'on peut considérer parfois un peu abstraites, quelle réalité tout ceci recouvre-t-il? Pour faire simple, et sans se perdre dans des considérations abstraites qui égareraient l'auditeur le plus attentif, j'aimerais citer Albert Einstein qui disait « La créativité, c'est l'imagination qui s'amuse ». Et donc amusons-nous comme lui qui développait au siècle dernier la théorie de la relativité restreinte en déployant une nouvelle équation, en quelque sorte. E égale MC2, E comme engagement, M comme management, C comme citoyen ou encore créativité ou encore, pourquoi pas, coopération ou co-construction. Étant donné les contraintes de temps, et parce que je souhaiterais que les élèves IRA, dans quelques minutes, puissent faire état de leur travail coopératif avec le CNFPT, je me contenterai d'illustrer le E comme engagement. Pour le reste, je vous renvoie à une production personnelle que j'ai publiée sur un réseau social professionnel bien connu ici. Une administration efficiente au service du public ne pourrait, et c'est notre thèse, passer que par un réel engagement. Alors je ne parle pas ici d'un engagement partisan dans le cadre des fonctions de l'agent public, mais d'une volonté de servir qui ne peut se passer d'un management de qualité, d'une adhésion sans réserve aux valeurs républicaines et donc citoyennes, et donc d'un désir ardent de co-construction des dispositifs de formation au profit, bien compris, des employeurs publics et au final du public et donc du citoyen. Je voudrais dire que ce rôle de passeur que j'exerce est assez exaltant, même s'il faut chaque jour rappeler aux fonctionnaires en formation que l'administration qu'ils auront à connaître, à côtoyer, c'est aussi autre chose, bien autre chose que le maniement quotidien des valeurs et principes qui leur ont été dispensés. Mais que tout ça est évidemment essentiel dans le cadre de la formation. Car est-ce qu'on peut se passer d'un engagement dans le service public sans engagement tout court, sans engagement au service des valeurs du service public, sans engagement à celle de la République. D'ailleurs, valeurs de la République et du service public, dont à l'usage, on s'aperçoit qu'elles se recouvrent pour l'essentiel. Comment être un collaborateur, fonctionnaire d'un potentiel exécutif, national ou local, qui, au-delà des déclarations de principe d'attachement à la République et au respect des choix du peuple, engagerait des politiques non conformes aux principes
par exemple, d'égalité, de non-discrimination ou de laïcité. Et sans évoquer les mannes de Jean Moulin, dont je vous rappelle que nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de l'entrée des cendres au Panthéon, et sans préjuger de ce qu'aurait été le comportement, l'attitude, le courage, ou peut-être hélas, sinon la lâcheté, en tout cas le conformisme de chacun, la question mérite d'être posée. Et il est salutaire que les cadres administratifs en formation sachent cela poser. C'est aussi cela, le sens de l'action que nous cherchons à faire partager. Par exemple, en mars 2018, lors d'un séminaire organisé par les élèves de l'IRA de Lyon sur la thématique des relations entre l'administration et la défense des valeurs républicaines, on notait la réaction d'un des intervenants, ancien préfet de région de la région Île-de-France et ancien directeur de cabinet d'un ministre de l'Intérieur, lui-même républicain incontestable et incontesté. Cet ancien haut fonctionnaire qui atteignit les sommets de l'administration préfectorale s'étonnait de la réponse de 3% des élèves IRA ayant répondu à un questionnaire de leurs collègues qui estimaient qu'un fonctionnaire n'avait pas de rôle particulier à jouer dans la promotion des valeurs républicaines. Mais que dire alors des 60 élèves qui, tout en assistant à ce magnifique séminaire parfaitement organisé par une avant-garde exemplaire, enthousiaste et je dois dire assez enthousiasmante, n'avaient, eux, pas pris les 10 minutes nécessaires pour répondre au questionnaire de leurs camarades et collègues les plus impliqués. Je dois dire que là aussi, le fossé est parfois grand entre le possible et le souhaitable, entre l'utilitarisme, certes légitime, mais insuffisant, du citoyen, du fonctionnaire citoyen, tel qu'une école de service public, consciente de ce qui fait sa valeur ajoutée, peut le concevoir et le souhaiter. Il ne s'agit pas de donner des leçons de morale assez faciles, morale républicaine ex cathedra, mais je crois qu'il est important d'être convaincu des valeurs qui la font agir tous les jours. Alors pourquoi est-ce qu'un IRA qui encourage l'engagement des élèves, en quoi est-ce important ? Eh bien, car faire l'expérience d'un engagement citoyen, c'est donner un contenu concret, humain, aux valeurs de la République, tout particulièrement à celles de la fraternité. C'est aussi un antidote très puissant à la sécheresse des techniques de gestion. Et voici pourquoi les IRA, comme presque toutes les écoles de fonctionnaires, considèrent l'engagement citoyen comme une étape indispensable à la formation des cadres. Et de ce point de vue, à Lyon, nous avons été précurseurs en devenant la première école de service public à devenir ambassadeur académique de la réserve citoyenne de l'éducation nationale, de même que nous sommes résolument engagés en partenariat, par exemple, avec l'Académie de Lyon, dans le dispositif Devoirs faits. Bon, les motifs d'optimisme sont là, et les plus engagés et les plus motivés entraîneront certainement les autres dans la plus pure tradition d'une forme d'avant-garde, et comme quoi certaines avant-gardes peuvent être aussi vectrices d'espérance. Par exemple, les témoignages de certains élèves de l'an dernier revenant d'une émouvante visite à la maison des enfants d'Isieux, organisée par l'IRA de Lyon à l'occasion du 30e anniversaire du procès du tortionnaire Klaus Barbie, ou alors le déplacement cette année au lendemain des visites des cellules détenues à la prison de Montluc, dans le quartier de Perrache, à Lyon, qui a enfermé des personnalités, parmi lesquelles les plus connues, Jean Moulin, encore une fois, ou Marc Bloch. Voilà, il ne reste pas moins que les formations à la laïcité, même si elles sont encore très récentes dans les écoles de service public, sont toujours très nécessaires dans le contexte sociétal que nous connaissons. Nos cadres doivent non seulement se montrer exemplaires sur le sujet, parfaitement connaître le droit, mais encore savoir l'appliquer dans la durée. De ce point de vue-là, grâce soit rendue au Bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, très actif sur le sujet, et évidemment aux travaux de l'Observatoire de la laïcité. Alors, cette notion d'engagement peut parfois surprendre. Quand je l'évoquais avec un ancien ministre de l'Intérieur, il y a quelque temps, que je sollicitais au siège de sa fondation pour le faire participer à un séminaire de fin d'année portant sur la notion de fonctionnaire citoyen, tâche d'ailleurs qu'il accomplit avec un brio et un sérieux incomparables, le dit ex-ministre fut d'abord saisi un peu de surprise, voire d'étonnement, car un fonctionnaire n'était-il pas d'abord recruté pour servir l'État ou sa collectivité employeuse ? Un fonctionnaire peut-il avoir des états d'âme si un État républicain lui demande de participer à la régulation des flux migratoires ou à l'évacuation, à l'époque d'actualité, d'un terrain, d'un futur aéroport. Mais en grand républicain, il joua le jeu.
Et en effet, un fonctionnaire ne pouvait pas être citoyen, il devait l'être, et plus que quiconque, car sa déontologie lui intimait l'ordre de dépasser ses inclinations personnelles ou partisanes pour appliquer loyalement les orientations d'un pouvoir politique légal et surtout légitime, car républicain. Voilà, je souhaiterais simplement en quelques instants terminer en insistant sur la notion de participation, de co-construction que nous essayons à Lyon de rendre tangible, et aussi pour des raisons pédagogiques assez évidentes. Et c'est cela aussi le sens de l'action. Par exemple, en prenant en main du producteur au consommateur certains modules de sensibilisation ou de formation, en définissant avec nous les thèmes, en contactant les intervenants, en pilotant collectivement la journée, les attachés en formation, par exemple de notre école de fonctionnaires, apprennent 10 fois plus sur eux-mêmes et sur le management de projet, notamment, qu'en écoutant passivement des enseignements dispensés par les meilleurs experts. À Lyon, par exemple, les exemples sont multiples depuis quelques années. Parmi les plus emblématiques de la promotion de l'an dernier, une journée très inventive appelée Sprint sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple aussi un rendez-vous de plusieurs heures autour de leur nom de promotion, le tirailleur sénégalais devenu résistant Hadi Ba, ou encore une présentation aux élèves attachés à l'initiative des plus motivés d'entre eux par le sujet des composantes des différentes réserves opérationnelles ou citoyennes de défense et de sécurité ou encore sanitaires, sans oublier les formations aux gestes qui sauvent que certains élèves eux-mêmes nous ont demandé de renforcer cette année. Pour ce moment rare, innovant et riche de sens, merci donc au CNFPT, merci aux élèves, encore une fois ici présents, de la 48e promotion qui a souhaité, je le signale, en 2018, 100 ans après l'armistice, prendre le nom de soldats inconnus. Là aussi, tout un symbole que je vous laisse le soin d'apprécier sans ajouter plus de commentaires. Je vous remercie. Merci Monsieur Vray. Donc je vous en prie restez et je vais appeler donc Aurélie Amichia et Raouf Selami, 2 élèves du groupe de travail de l'IRA de Lyon, qui vont venir vous rejoindre et vous présenter justement la ressource sur laquelle ils sont en train de travailler actuellement. Merci. Bonjour à tous. Donc, nous sommes un groupe de 7 élèves de l'IRA de Lyon, de la promotion Soldats Inconnus. Et dans le cadre de notre scolarité, nous avons conçu une e-ressource pour permettre aux agents publics de s'approprier la charte sur le sens de l'action publique, conçue par le CNFPT dans le cadre de l'Association internationale des écoles et instituts d'administration. Alors avant toute chose, nous tenions à remercier l'IRA de Lyon, représenté ici par son directeur Pierre-Henri Vray, pour cette opportunité d'apprentissage, ainsi qu'Emmanuel et Gwenaël Juan pour leur confiance et leur accompagnement de qualité. Donc, dans notre groupe, nous sommes 4 externes et 3 internes. Et en fait, c'est une notion importante dans notre groupe parce que ce mélange hétérogène nous a permis de croiser les regards entre des personnes nouvellement entrant dans la fonction publique et d'autres déjà initiées à cet univers professionnel. Alors, lorsque nous avons reçu cette commande, nous avons été enthousiasmés par le défi de concevoir une ressource concrète qui puisse participer à la réflexion des agents publics dans leur cadre de leur formation initiale ou continue, en présentiel ou en distanciel. Nous avons appuyé ce travail sur un questionnaire distribué à l'ensemble de notre réseau, toutes fonctions publiques confondues, avec le souci d'être au plus près des besoins des agents. Et donc en créant cette ressource, notre objectif c'était vraiment de créer quelque chose de dynamique et d'adapter aux utilisateurs potentiels, des catégories C à A, en France et ailleurs. Et surtout de permettre aux agents de penser leurs pratiques professionnelles. Alors nous allons vous présenter quelques extraits de ce travail. La ressource que vous allez voir ici est en cours de finalisation. Il demeure encore des petites imperfections, mais on travaille encore dessus. Donc, pour faire écho aux propos de monsieur l'ancien ministre d'État, nous avons vraiment voulu fonder notre ressource sur des situations concrètes. Et donc, vous avez vu en introduction les 2 témoignages que nous utilisons dans notre ressource. Et vous pouvez voir l'exemple d'une fonctionnaire qui, à la suite d'un sinistre à son domicile, a vu les agents publics en action. Et c'est véritablement ça qui a fondé sa vocation. Et on a vraiment pensé que c'était important d'ancrer notre module dans le réel.
Alors, dès l'entrée dans la ressource elle-même, nous avons choisi la symbolique de l'arbre pour refléter les 4 dimensions du sens de l'action publique. Alors, nous partons des racines des valeurs, car ce sont elles qui fondent cette action publique. De ces racines se nourrissent les principes déontologiques, cette finalité à l'action publique, ainsi que les responsabilités sociétales. Donc, pour aider les agents à l'appropriation de la charte sur le sens de l'action publique, nous sommes appuyés sur une diversité de supports pédagogiques. Et donc, en voici quelques extraits. Par exemple, là, pour la déontologie, nous avons repris quelques grands principes déontologiques. Et à la suite de cela, nous interrogeons les agents, sur la compréhension des agents avec un quiz. Et en fait, ce qu'on a voulu vraiment essayer, c'est de faire un travail d'appropriation de ces principes. Alors, en ce qui concerne les responsabilités sociétales, nous avons utilisé la technique du motion design. En fait, c'est une modélisation graphique d'un discours ou d'un dialogue pour aider les agents à se remémorer leur rôle de garant de différentes exigences, c'est-à-dire les exigences sociales, environnementales et démocratiques. Petite précision, c'est que ces exigences sont aussi bien portées par les usagers que par les agents eux-mêmes au sein de leur administration. Donc, ce qu'on voulait vraiment vous montrer aujourd'hui et insister là-dessus, c'est que notre objectif, c'était non seulement pour les agents, que les agents connaissent ces différentes dimensions qui sont portées par la charte, mais également s'approprient ces dimensions et s'interrogent eux-mêmes sur leurs pratiques, quelle que soit l'administration ou le pays qu'ils servent. Nous espérons vraiment que cette ressource sera l'opportunité d'ouvrir un dialogue sur ces questions du sens de l'action publique dans le quotidien des agents. Et nous pensons déjà à faire des fiches pédagogiques pour aider les formateurs qui utiliseront cette ressource dans des formations en présentiel. Nous vous remercions pour votre écoute et l'ensemble de notre équipe reste à votre disposition à l'issue de la conférence si vous avez d'éventuelles questions. Merci à vous pour cette présentation. Monsieur Vray, je vous en prie, restez sur scène. Monsieur le ministre, si vous voulez bien nous rejoindre, il nous reste encore un petit peu de temps pour quelques questions. Donc, est-ce que parmi les participants, est-ce que certains veulent poser des questions à Monsieur le ministre ou à Pierre-Henri Vray sur effectivement comment le sens de l'action publique est abordé dans les formations? Oui, il y a une question là-bas. Oui, d'accord. Oui, bonjour. En vous écoutant, mon imagination s'est amusée. Donc, je voudrais poser la question suivante. On évalue souvent les collectivités, à travers le rapport d'activité par exemple, ou autres contrats, sur des critères qui sont financiers, ou des critères de réalisation, emploi, parité, etc. Que penseriez-vous de bilan ou d'évaluation qui serait réalisé ou rendu obligatoire en partant des valeurs du service public, en demandant aux collectivités finalement, est-ce que vous avez respecté le taux de réalisation, de dépenses, de fonctionnement, d'investissement, mais comment avez-vous mis en pratique les valeurs du service public ? Ou pourquoi pas la responsabilité sociétale, comme on l'a vu. Parce que souvent, ce à quoi on est confronté, finalement, c'est l'écart. On est confronté à l'écart entre les principes, des valeurs affichées, et la manière, finalement, dont ils sont mis en œuvre ou pas mis en œuvre. Monsieur le ministre. Oui, je trouve que c'est une très très bonne idée. Il n'y a pas besoin seulement de rêver, je pense qu'on peut le faire. D'expérience, je pense que, comme d'ailleurs ça a été très bien illustré par les deux élèves là, qui ont parlé tout à l'heure, il faut prendre des choses simples et concrètes, pas tout. Peut-être, je réfléchis à voix haute, en réponse à votre question, faudrait-il laisser la liberté à chaque collectivité territoriale de choisir sur une liste de valeurs lesquelles elle veut évaluer pour voir la distance entre
la pratique et la proclamation. Je pense aussi, en vous écoutant, à la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, dont j'ai le sentiment que pendant quelque temps, ce qui était fait était de la com pure. Je me rappelle avoir reçu comme député des luxueuses brochures glacées qui ne me convainquaient pas forcément que tel ou tel grand pollueur était aussi tel ou tel grand défenseur de l'environnement. Ça a beaucoup changé et beaucoup progressé. Et je pense aussi, en vous écoutant, à des idées qu'il y a au niveau des États eux-mêmes. Est-ce qu'on peut arriver à mettre en place des indicateurs autres que le produit intérieur brut? C'est des débats, c'est pas simple, mais je pense qu'il faudra bien y arriver. Donc votre démarche, je la retiens, je la trouve positive et j'en parlerai. Monsieur Vray. Oui, pour compléter sur la dimension formation, ces deux orientations, ces deux objectifs, à mon analyse, ne sont pas du tout contradictoires, elles se complètent même tout à fait. Dans le cadre des formations que subissent par exemple les élèves, tout ce qui a trait à la formation au management, aux ressources humaines, à la prévention des risques psychosociaux, l'insistance mise sur la qualité de vie au travail participe pleinement de l'efficacité de la structure employeuse. Et au contraire, l'absence de management d'équipe, la difficulté que certains encadrants ou certains dirigeants ont parfois à concevoir un encadrement, encore une fois, de qualité, tout ça nuit complètement, je veux dire, à la production et à la qualité du service rendu. Donc c'est tout l'intérêt de la dimension managériale, en particulier, et valeurs, par la même occasion, que nous dispensons dans les écoles de service public, que de faire comprendre justement aux futurs cadres qui sont parmi nous que à l'avenir, un service public de qualité, un service public productif aussi, efficient, passera par un encadrement, encore une fois, de qualité qui permettra à chacun de donner le meilleur de soi-même. Alors c'est un travail de longue haleine qui n'est pas forcément... le discours n'est pas forcément très ancien, hein, mais il faut le porter avec vigueur et avec détermination, et je compte en particulier sur les futurs attachés d'administration et au-delà pour le porter avec enthousiasme. Merci. D'autres questions dans la salle? Alors, je vais poser, moi, une question, Monsieur le Ministre, sur les aspects de formation et de transmission, notamment en termes de laïcité. On peut voir que certaines valeurs, certains principes déontologiques ne sont pas toujours compris. Donc, de cette là, je m'interrogeais sur, en termes de laïcité, dont on voit qu'effectivement, vous le disiez, pas tout à fait une valeur, mais plutôt un principe politique. On voit que c'est une notion qui n'était pas forcément bien appropriée par tout le monde. Quels sont les leviers, d'après vous, les leviers que vous connaissez via l'Observatoire de la laïcité, pour justement aider à l'appropriation de certaines notions et à débattre sur ces notions qui font sens? Alors d'abord, précisément, comme vous l'avez dit, il y a le débat qui peut se situer dans des cadres différents. Un débat citoyen avec des associations, des formations politiques, et puis un débat, aussi un débat, me semble-t-il, en tout cas une réflexion au sein des institutions, que ce soit un établissement d'enseignement, une collectivité locale ou une administration. Je crois qu'il y a eu des progrès depuis quelques années. C'est une conséquence des terribles attentats, c'est qu'on s'est réinterrogé sur ce que c'était concrètement que la laïcité. Et partout où nous allons sur le terrain, nous voyons des gens, depuis le simple citoyen jusqu'aux divers responsables, qui ont des discussions que je trouve sérieuses. Qu'est-ce que la laïcité permet? Qu'est-ce qu'elle interdit? Et qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit? C'est l'objet des guides que publie l'Observatoire. C'est aussi l'objet des formations que nous avons mises au point, CNFPT, CGET, Observatoire de la laïcité, pour les quartiers de la politique de la ville. Mais c'est aussi l'action de beaucoup de municipalités, beaucoup d'associations et même maintenant des entreprises. Formation, débat et concrétisation éventuellement par une charte, un texte, un règlement intérieur. Je crois que c'est ça la bonne méthode. Il n'y a pas de règle générale. La seule chose que moi je retiens des cas pratiques que j'ai vus, c'est qu'il faut, comme ça a été dit d'ailleurs aussi pour la formation tout à l'heure, il ne faut pas verser la laïcité à l'entonnoir. Il faut que les gens se l'approprient à partir de situations concrètes et puissent avoir un débat et une réflexion sur qu'est-ce qu'ils pensent dans leur niveau de responsabilité de ces situations. Et puis après, qu'il y ait un formateur qui, comme ça a été très bien dit, dise le droit. Nous sommes dans un état de droit, il y a des règles de droit, il y a de la jurisprudence qui est souvent assez abondante. Et puis après,
il y a les bonnes pratiques, il y a le bon sens, il y a l'expérience qui a été faite dans telle ou telle autre collectivité semblable. Je crois qu'on est en train de progresser vraiment bien sur ce terrain-là. Merci. Oui, on peut prendre une dernière question là-bas. Ah, il y en a deux. On peut prendre les deux dernières et puis après, il faut qu'on s'arrête. Je vous en prie. Merci. Oui, vous avez fait allusion, Monsieur le Ministre, à des lois bavardes, voire hors sujet. Nous avons eu quelques rares périodes dans l'histoire où il y a eu des lois brillantes, concises, écrites en bon français et qui, comme par hasard, ont une durabilité. Vous voyez venir la question. Êtes-vous favorable ou non, et si oui, dans quel sens, à la réécriture de la loi de 1905 ? Alors, la loi de 1905 est en fait assez longue, hein, comme vous le savez. Les articles fondamentaux sont courts et bien écrits, et clairs, comme d'ailleurs est admirablement bien écrite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. S'agissant de la loi de 1905, ma conviction, nous n'avons pas été saisis encore d'une éventuelle modification de la loi de 1905 sur laquelle nous aurons donné un avis, qui est un avis purement consultatif. Notre conviction est que, pour l'essentiel, la loi se suffit à elle-même. Il faut la connaître, l'expliquer, la faire appliquer, suivant les mots d'un ancien ministre de l'Intérieur, avec sérénité et fermeté. Les deux sont importants. Et l'expérience montre, les rencontres que nous faisons sur le terrain, les actions des différentes collectivités, qu'il y a des réponses dans le cadre de cette loi et qu'il n'est pas nécessaire, pour préciser certains points, de procéder forcément par voie de loi. Cela dit, l'intention du gouvernement, telle que je la comprends, nous paraît, je peux engager mes collègues là-dessus, parfaitement légitime. C'est-à-dire comment est-ce qu'on assure un meilleur contrôle, une meilleure transparence des financements des activités cultuelles. C'est un souci qu'on peut avoir, qui est légitime, encore une fois, de la part de l'État, sous réserve de voir ce que sera exactement le projet du gouvernement. Nous pensons qu'il y a des choses qui peuvent se faire simplement par des rappels, des textes, des circulaires. Je prends un exemple qui n'est pas directement une question de laïcité, mais les questions du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes ont partie liée avec la laïcité, même si elle s'appuie sur d'autres objectifs et une autre histoire. Mais ce qui est des refus de vente, des refus d'accueillir une femme parce qu'elle est femme dans un restaurant, dans un bar PMU, nous rappelons que il n'y a pas besoin de parler de laïcité, c'est une discrimination et un refus de vente. La femme est en droit de porter plainte. Si elle ne peut pas le faire, une association. Et si l'association ne peut pas le faire, nous avons suggéré au gouvernement qu'après vérification des faits, évidemment, le procureur de la République porte plainte. Pour faire ça, il suffit d'une circulaire du garde des Sceaux, de la garde des Sceaux. Merci. Oui, nous allons prendre la question là-bas. Oui, c'était juste par rapport à vos interventions sur le côté vertical des choses. Et ce que je regrette un peu, c'est que pour le sens de l'action publique, c'est effectivement redonner ce sens, mais au plus près des usagers. Et au plus près des usagers, c'est les catégories C qui œuvrent énormément sur le terrain et qui parfois perdent un peu ce sens de l'action publique parce que leur action n'est pas valorisée et plutôt malmenée. Vous en avez fait écho par rapport à cette diabolisation du fonctionnaire, diabolisation de ce qu'il peut faire. Et pour moi, la formation est essentielle dans le cadre des acteurs au plus près du territoire et au plus près des usagers sur cet enjeu de société. C'est une question qu'il faut remettre sur le tapis. Elle y est régulièrement sur les fonctionnaires, la manière dont on traite les fonctionnaires dans la presse. Vous l'avez évoqué, mais pas que dans la presse. Et c'est malheureux parce que ces agents qui sont au plus près du territoire sont des fois, presque honteux d'être fonctionnaires alors qu'ils exercent quelque chose qui est essentiel à la bonne marche, justement à la bonne marche de notre société, de notre démocratie, et qui est un exemple, en tout cas pour moi, par rapport à d'autres pays dans le monde. Je vais laisser aussi mon voisin répondre comme formateur. Juste un mot pour dire que vous avez évidemment raison, que ces agents sont ceux qui sont directement au contact avec le public, donc qui sont confrontés parfois à des difficultés réelles, en tout cas qui donnent la première image de l'institution et du service public. Donc il faut à la fois un très gros effort de formation, qui est parfois un peu oublié, et puis d'autre part une valorisation, vous l'avez très bien dit. Je pense qu'il est possible, et ça se fait dans certaines collectivités, de rendre hommage à l'action d'un certain nombre d'agents ou d'un certain nombre de services de la collectivité
qui se sont montrés exemplaires précisément dans le respect, l'écoute du citoyen, les valeurs de service public. Ça rejoint un peu une suggestion qui avait été faite tout à l'heure. Mais il faut à la fois, vous l'avez dit un peu, formation et reconnaissance et respect. Oui, vous avez tout à fait raison. Au-delà, effectivement, des formations aux valeurs républicaines, laïcité, sur lesquelles on est très présent depuis quelques années, notamment au lendemain des attentats, depuis le lendemain des attentats, 2015-2016, vraiment un des fondements essentiels des écoles de service public, d'administration générale comme la nôtre, c'est bien la formation au management. Si on devait nous requalifier ou intituler différemment les instituts régionaux d'administration, qui n'ont de régionaux que le nom d'ailleurs, ce sont des écoles nationales, ce seraient des écoles de management public. Et des écoles de management public au sens management des hommes, pas au sens de New Public Management, mais au sens vraiment d'encadrement au plus près des agents de toute catégorie, notamment les catégories B, catégories C, qui doivent être accompagnés dans un développement personnel, qui doivent être défendus quand en effet voilà, certains caricaturent leur action de manière un petit peu inadmissible, et surtout tout ça traduit une méconnaissance complète de la réalité du travail du fonctionnaire sur le terrain et des contraintes auxquelles il est confronté tous les jours. Mais ça passe par en effet, je veux dire, un accent très très fort mis sur la dimension formation managériale dans les écoles de service public comme les nôtres, comme les formations d'administration générale, dont encore une fois c'est l'ADN. Parfois on s'interroge, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le sens des écoles non ministérielles. Or véritablement nous sommes là pour porter d'une part les valeurs de la République, mais également la dimension managériale que nous tâchons effectivement de transmettre aux plus jeunes générations, enfin jeunes et moins jeunes, parce que dans les IRA nous avons des jeunes et des gens qui vont jusqu'à 50, 60 ans, aucune discrimination évidemment à notre niveau. Et c'est un élément d'évaluation que moi j'estime essentiel, et ça fait partie de la feuille de route que je communique au jury d'entrée d'une part, pour présélectionner ceux qui sont potentiellement de bons managers, et également au jury de scolarité. Les élèves sont évalués toute l'année sur cette dimension, et s'ils n'ont pas effectivement s'ils ne comprennent pas l'importance de cette dimension, on peut s'interroger effectivement sur leur capacité à devenir de bons encadrants. Et on en tire parfois les conséquences qui sont nécessaires. Merci. Donc nous arrivons à la fin de cette conférence. Si certains d'entre vous veulent prolonger encore la réflexion, Monsieur le ministre a accepté de faire une séance de dédicace. Donc je vous invite à nous retrouver dans quelques minutes dans le hall central où vous verrez, il y a la librairie territoriale, et donc Monsieur le ministre sera là, il pourra dédicacer certains de ses ouvrages. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Monsieur Vray également, ainsi que l'ensemble des élèves de l'IRA de Lyon. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci.